Traduire en... Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a un recalling in progress C'est parce chez qu'on a chez lancé l'enregistrement. Ouais. l'enregistrement, pardon. Mm. Voilà. Donc, ce soir, je passe le relais à Véronique. Et donc, après pas mal d'années à organiser ces conférences avec un grand, grand plaisir, c'est le moment de passer la main. Et je suis très contente que Véronique relève le défi et d'accueillir aussi Laurent, avec qui on avait déjà fait une conférence dans le passé. Ouais, Donc, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mm. l'évolution et la suite de ses travaux. Ouais. Voilà. Bah, on en profite aussi pour te remercier, Anne-Marie, pour voilà, Ben ces années de oui. conférences qui ont été passionnantes et puis que tu as animées avec toujours plein de compétences et de bonne humeur. Moi, c'est vrai que j'en ai suivi aussi beaucoup en tant que spectateur, hein. C'est quand même un des lieux de réflexion et de discussion de la faculté qui est important, quoi. Donc, qui s'est construit ces dernières années. Donc voilà, bah, merci à toi. Je te remercie beaucoup, Laurent. Alors, chère Anne-Marie, au nom de toute la faculté d'éducation et de formation, donc moi aussi, je tiens à te remercier très sincèrement pour tout le travail que tu as effectué. Nous, on se connaît depuis très longtemps, hein, Eh depuis oui, depuis de nombreuses années, voilà. mais autant. Donc, ça me fait un petit quelque chose, tu vois, de te voir partir ce soir. Bon, je vais essayer d'assurer au mieux cette mission que m'a confiée donc le doyen Augustin Mutualet. Et même si te succéder n'est pas une chose vraiment très très facile, quand même, bon, vraiment t'as tellement excellé en ce domaine et dans d'autres. Voilà, donc je te dis un très très grand merci. De toute façon, je pense que tu vas rester en ligne ce soir, hein. Absolument. Tu restes un peu ma béquille ce soir. Donc je vais commencer par me présenter brièvement. Il y en a certains, certaines qui doivent me connaître, d'autres pas du tout. Donc, je travaille depuis plus de 30 ans à l'ICP et plus particulièrement à la faculté d'éducation et de formation, anciennement ISP faculté d'éducation, et où j'ai assuré différentes responsabilités au sein de la formation continue, des cadres éducatifs et de la licence sciences de l'éducation, où j'interviens toujours actuellement, entre autres en tant qu'enseignante en didactique de français, et également comme responsable du pilotage de la formation en vue du concours du professorat des écoles, qui, comme un certain nombre d'entre vous le savent, a lieu maintenant à partir de la L3. Donc j'ai donc l'honneur de vous présenter notre conférencier de ce jour, Laurent Tessier, qui lui aussi travaille au sein de l'ICP depuis de nombreuses années en tant que sociologue et professeur à la FACEF. Donc Laurent est là depuis plus d'une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, ses recherches portent donc sur les usages des technologies à l'école et à l'université, et notamment des usages de la vidéo numérique. Ces activités s'articulent autour de la formation des enseignants aux enjeux sociaux et pédagogiques des technologies, de l'observation des pratiques et des usages et de la création d'outils numériques, notamment dans le cadre de Canva, qui est un projet financé par Humanum, et d'Oasis, un projet financé par la Commission européenne. Il a par ailleurs publié de nombreux articles scientifiques consacrés à cette question, ainsi que plusieurs ouvrages, dont Éduquer au numérique, un changement de paradigme en 2019, et plus récemment des corpus audiovisuels en sciences humaines et sociales en 2025. Et très récemment également, un ouvrage qui s'appelle Scroller. Avec Louise Michel, qui est chef de projet en innovation au sein de la FACEF, il mène actuellement une mission consacrée à la question des usages de l'IA à l'université dans le cadre du CEI et de la FACEF. Donc, avant de te donner la parole, Laurent, je rappelle que les questions concernant la conférence, donc voilà un petit peu le schéma qu'on va avoir. À peu près, Laurent va intervenir pendant une petite heure. Et puis, vous pourrez commencer à poser vos questions. Il pourra commencer à y répondre à partir de 18h30. Voilà. Donc, Laurent, tu peux commencer. Je te passe la main. Et bonne conférence à tous et toutes. Merci Et toutes et beaucoup. tous.
Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, donc ben, merci, merci encore à toi et puis à la faculté pour cette invitation à présenter cette conférence. Bon, tu m'as voilà, déjà présenté, donc je reviens pas sur mon parcours, mais c'est vrai que par rapport à ce que je vais présenter aujourd'hui, voilà, c'est ce que, comme tu disais, ça fait longtemps que je travaille sur les usages du numérique à l'école et à l'université. Évidemment, là, sur les 2, 3 dernières années, ben, cette question, elle a été beaucoup réactivée par l'arrivée tonitruante de l'intelligence artificielle et en particulier des intelligences artificielles génératives type ChatGPT dans le monde éducatif, mais pas seulement, hein, un peu dans tous les secteurs de la société. Et donc voilà, l'objectif de la conférence de ce soir, c'était aussi de faire un petit peu un point là-dessus, de réfléchir un petit peu là-dessus, et en essayant de prendre un petit peu de champ et un petit peu de recul, et aussi un petit peu de recul historique, parce que voilà, pour moi, à la fois sur la question de l'IA, il y a beaucoup de questions. euh, En fait, qui reprennent des questions qui sont des questions beaucoup plus anciennes sur les usages des technologies à l'école. Euh, et puis, il y a d'autres choses qui sont quand même un petit peu nouvelles. Et donc, c'est aussi ça que je voulais essayer d'interroger avec vous ce soir. Donc, voilà, et avec évidemment ce titre qui est pas provocateur, mais voilà, qui est un petit peu, qui- volontairement un petit peu dans la caricature, une école sans professeur. Bon, disons, il y a quelqu'un qui réagissait sur LinkedIn aujourd'hui au post sur la conférence en disant ah bah non, on peut pas avoir d'école sans professeur. Enfin, voilà, je peux tout de suite spoiler la fin en vous disant non, je pense pas qu'il y aura une école sans professeur. Avec l'IA, c'est pas mon positionnement et en réalité, je pense que c'est pas le positionnement de grand monde quand on regarde un petit peu les débats qui ont lieu sur ces questions, mais quand même, c'est voilà quelque chose qui apparaît d'une manière ou d'une autre, hein, de dire est-ce que dans quelle mesure le rôle de l'enseignant, de l'enseignante est remis en cause, reconfiguré par l'arrivée de l'IA. Et effectivement, donc moi je vais essayer je l'ai mis, vous voyez dans le sous-titre, EdTech et humanité numérique. Bon, c'est voilà deux manières de concevoir les usages du numérique à l'école, sur lesquels j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Donc j'y reviendrai aussi, et de manière à voir comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut euh, même si ces nouvelles technologies, je dirais, la manière dont ça arrive, c'est très massif et très brutal. Et donc, on peut être aussi un peu tétanisé par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est quand même capable de se dire, qu'est-ce qu'on est capable de penser quand on regarde avec un petit peu de recul la place des technologies dans l'éducation et qu'on replace l'IA dans cette histoire. Si je reviens très très en arrière, euh, j'avais envie de commencer par voilà un ouvrage classique d'un historien anglais qui s'appelle Edward Thompson. Donc ce qui s'appelle l'ouvrage s'appelle La formation de la classe ouvrière anglaise. Et en fait, c'est dans cet ouvrage que euh, Thomson parle de un ouvrier anglais donc qui s'appelait Ned Ludd. Il y a une légende qui dit que en 1779, il aurait été le premier à détruire des nouveaux métiers à tisser qui avaient été achetés par son employeur parce qu'il pensait que ça menaçait son emploi et les emplois de ses camarades. Il disait, voilà, il y a une nouvelle machine qui arrive et ces machines, elles vont nous remplacer. Elles vont remplacer notre emploi. Et donc, Edward Thompson nomme ça le ludisme, donc du nom de cet employé anglais qui avait détruit ces machines parce qu'il pensait que ces machines allaient le remplacer. Et donc, l'opposition au développement de nouvelles technologies, euh, voilà, on parle parfois de ludisme ou de néoludisme pour désigner cette opposition au développement de nouvelles technologies et cette idée que les nouvelles technologies pourraient nous remplacer nos emplois. Et évidemment, voilà, vous avez tous et toutes vu sans doute euh, plein d'articles. J'en ai sélectionné un qui était un article récent qui était dans l'Humanité qui nous dit voilà 300 millions d'emplois pourraient disparaître à cause euh, de l'intelligence artificielle. Alors la destruction d'emplois
par de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est totalement réel et qu'on a connu à plein de périodes de l'histoire. Évidemment, toute la question, c'est de savoir si une innovation est globalement bénéfique. Donc, si les bénéfices dépassent les inconvénients qu'elle peut générer, et donc aussi, est-ce que ça va créer plus d'emplois que ça n'en détruit, etc. Alors, je vais pas m'attaquer à cette question économique générale, hein. Ce qui nous intéresse là, c'est de nous demander spécifiquement, pour le cas des enseignants, qu'est-ce que ça veut dire de se dire, ah bah tiens, est-ce que l'IA, elle peut pas remplacer les enseignants, faire des choses à la place des enseignants? Est-ce que les élèves pourraient pas finalement apprendre des choses juste en interagissant avec une IA et en se passant d'un enseignant? Euh, je voulais, si je vais essayer de faire quelque chose, bon, j'avais envie de vous montrer un petit clip pour démarrer. Je vais voir si j'arrive à faire ça rapidement. Voilà, là, donc, je fais une parenthèse, mais ça, c'est un outil qui s'appelle Celluloid, qui est un des outils justement qu'on développe dans le projet européen dont on parlait tout à l'heure et qui permet de partager des vidéos dans un cadre pédagogique. Donc ça, c'est... Je vous montre ça. With free floating variable tables in which a series of matrices are organized by a labeling algorithm. Contrast this method with the approach practiced in planets outside the barrier called liquidity modeling, in which a computation takes the place of labeling. Donc voilà, c'est un très court extrait. Je vais revenir à mon PowerPoint. Hop, là. Euh, Donc, c'est un très court extrait que je voulais vous partager pour démarrer, c'est extrait d'une série de l'univers Star Wars qui est paru il y a pas longtemps sur la plateforme Disney. Je suis tombé là-dessus avec mon fils récemment en regardant ça. Et en fait, évidemment, ce que vous voyez là, c'est quelque chose vous avez vu mille fois dans des situations de science-fiction. C'est-à-dire, on se projette dans le futur, on voit une salle de classe, et en fait, dans la salle de classe, c'est pas un humain qui fait le cours, c'est un robot qui remplace l'enseignant. Évidemment, quelque chose de euh, très, voilà, euh, très présent dans la science-fiction. Euh, Ce type de représentation-là du prof qui est remplacé par un robot ou par une intelligence artificielle ou par un ordinateur, ce que je voulais commencer par dire, c'est que c'est pas quelque chose qui date de l'invention de ChatGPT. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en réalité beaucoup plus ancien euh, et qui a émergé de manière assez forte à plusieurs moments dans l'histoire euh, avec l'apparition de nouvelles technologies. Euh, et donc cette idée que les enseignants pourraient être eux aussi des victimes potentielles de ce que Antonio Casilli appelle le grand remplacement numérique, donc dans un texte de 2019 que je vous ai mis là. Donc Antonio Casilli, c'est un sociologue des technologies et qui a pas mal travaillé justement sur ces questions de voilà euh, cette idée, ce fantasme d'être remplacé par des technologies. Si on se place spécifiquement sur la question de l'école, euh, l'idée qu'on ait des nouvelles technologies d'accès à la connaissance et que ça crée des inquiétudes dans les mondes scolaires et universitaires, mais aussi des inquiétudes, mais aussi des espoirs et des appétits, on pourrait dire, chez des gens qui se disent qu'ils vont pouvoir, grâce à ces innovations, révolutionner un marché de l'éducation avec ces millions d'élèves, hein, et donc, on a un petit peu les deux. On a des inquiétudes et puis on a aussi des espoirs. Euh, Avant l'intelligence artificielle, évidemment, pour ceux qui voilà, sont dans les mondes éducatifs depuis un petit peu plus longtemps, on avait eu ça évidemment aussi au début de l'apparition de l'Internet grand public et notamment avec Google, où voilà, on avait aussi ces discours qui nous disaient, bah,
voilà, pourquoi l'école, pourquoi l'université? Tout est en ligne, tout est sur Internet, donc autant se former par soi-même, etc. On avait eu aussi ce type de réflexion au moment de l'arrivée, par exemple, de Wikipédia ou des MOOC, voilà, en se disant à chaque fois, on a une nouvelle technologie dont on a l'impression qu'elle va remplacer l'école, l'université, les enseignants et les enseignantes. Et évidemment, ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que ce qui est plutôt frappant, en fait, si on regarde, Véronique, tu disais tout à l'heure que je travaille effectivement hein, sur ces questions et j'observe la place des technologies à l'école depuis une quinzaine d'années. Ben voilà, en même temps, je dirais, on ne peut que être frappé par la résilience de la forme scolaire hein, et le fait que finalement la forme scolaire bouge pas tant que ça non plus. Elle a un petit peu bougé avec les nouvelles technologies, avec Internet, mais malgré tout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'extrait que je vous montrais à l'instant, finalement, on voit un robot qui fait la classe, mais en réalité, la forme scolaire est complètement la même. C'est-à-dire qu'on a un enseignant qui est face à un tableau, des élèves qui sont assis, qui écoutent, on est dans un cours magistral, la classe en autobus, etc. Donc on a à la fois de l'innovation et en même temps on a une forme scolaire qui demeure très fortement. Donc on a des effets d'annonce qui viennent aussi de ce secteur des EdTech dont je parlais, donc les Educational Technologies, hein, c'est-à-dire ce secteur marchand qui essaye de développer des technologies qui vont, qui sont faites pour nous faire apprendre autrement, nous faire enseigner autrement. Et euh, ce secteur des tech, il fonctionne sur un modèle, alors que certains sociologues et certains économistes appellent économie de la promesse. Là, j'ai mis un lien vers l'un des sociologues qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui s'appelle Arnaud Saint-Martin. Et lui, il travaille plutôt sur le secteur de l'espace. Donc, il a beaucoup travaillé sur Elon Musk, l'idée qu'on va aller sur Mars, etc. Donc là aussi, des secteurs économiques qui fonctionnent beaucoup sur la création de promesses, voire de rêves, mais en nous disant tout le temps, c'est sur le point d'arriver, ça va bientôt arriver, on y est presque. Et donc, ils vont récolter des fonds aussi de cette manière-là, en jouant sur cette économie de la promesse. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour comprendre, à mon avis, ce qui se joue aujourd'hui dans le monde éducatif avec l'IA, ça me semblait intéressant de revenir sur les origines de ces idées, de voir voilà, toutes les étapes où on avait eu ça. Là, je vous ai mis aussi euh, une citation de Viviane Glickman qui avait fait un ouvrage un peu classique au tout début des années 2000 sur le e-learning. Et voilà, même chose, hein, voilà dans ce qu'elle nous dit là. Donc les nouvelles, l'audiovisuel, etc., va permettre la transformation de la relation maître-élève, délivrer les formateurs des tâches répétitives de transmission des connaissances au profit de tâches plus nobles, etc. C'est très exactement ce qu'on dit aujourd'hui quand on parle de l'arrivée de l'IA dans le monde éducatif. Donc, des discours, on pourrait dire techno-enthousiastes, qu'on retrouve à l'occasion de chaque nouvelle révolution technologique. Et aussi, il faut le dire, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé effectivement dans l'ouvrage que tu mentionnais, Éduquer au numérique. Euh, à chaque révolution technologique, en fait, les institutions éducatives marquent toujours leur volonté de s'inscrire dans la modernité en les intégrant et en se laissant transformer par elles. C'est-à-dire que, voilà, quand on a l'arrivée d'Internet, quand on a, ou avant ça, quand on avait eu l'arrivée de la télévision, ben, les mondes éducatifs, que ce soit en France ou dans d'autres pays, en réalité, se montrent très perméables à ces technologies et essayent tout de suite de réfléchir à la manière dont on peut intégrer ces nouvelles technologies, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut changer. Et évidemment, pour moi, ce qui est passionnant en ce moment, c'est de regarder la manière dont des enseignants et des enseignantes essayent de se saisir de l'IA et essayent d'en faire des choses, alors toujours avec des injonctions sociales qui sont très fortes et toujours cette idée de dire l'école va pas assez vite, l'université va pas assez vite, mais en réalité, je trouve que quand on observe réellement ce qui se passe, moi je suis au contraire frappé par le bouillonnement d'idées, d'initiatives, d'expérimentations qui sont menées par des enseignants et des enseignantes, que ça soit à l'école ou à l'université,
pour essayer de se saisir de l'IA. Et en même temps aussi, comme à chaque époque, on a des critiques qui vont mettre, on pourrait dire, en procès la relation que les technologies entretiennent avec l'éducation et, euh, et voilà, et les risques que ces technologies peuvent poser. Et donc, finalement, les manières de concevoir et de problématiser les relations entre éducation et technologie, elles sont construites au cours du XXe siècle comme ça, entre excitation et défiance, on pourrait dire, avec cette idée aussi, ce fantasme de remplacement, euh, positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il peut être vu pour enfin on va en finir avec cette école à l'ancienne dont on veut plus, etc. Ou au contraire, attention, cette école qu'on veut protéger, elle est menacée par ces nouvelles technologies. Donc, évidemment, euh, je le disais, ça, on peut le faire remonter très loin, et je commençais tout à l'heure avec cette idée de Ned Ludd, où voilà, on va casser des machines, et on est même encore à la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, là où ces questions vont prendre une énorme importance, c'est dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, et en fait avec l'apparition de l'ordinateur, et c'est évidemment la première fois qu'on va se poser ces questions-là. Euh, c'est avec l'apparition et le développement et la démocratisation des ordinateurs. Et évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle de l'IA, et évidemment, je dirais, la manière médiatique dont c'est traité, et qui est de dire c'est une révolution comme on n'en a jamais connue, voilà. À mon avis, à la fois enfin, ce qui se passe est évidemment très important, et on sait très bien que l'IA, c'est pas une petite innovation, hein, je sais pas pour le minimiser, mais en même temps, euh, de mon point de vue, l'invention de l'ordinateur en réalité était quelque chose de beaucoup plus massif, et l'invention d'Internet également. Et d'une certaine manière, l'IA n'est que la continuité de ça, hein. Il faut quand même se souvenir que voilà, quand on invente l'ordinateur, les premiers ordinateurs, bon, on est dans les années 1960, ben, on a des choses qui vont être permises, comme la conquête spatiale, comme des avancées dans la médecine énormes, etc. Les avancées qui vont être permises par l'IA, là encore, on est, pour l'instant, à mon sens, beaucoup dans cette économie de la promesse. C'est-à-dire que les gens qui fournissent les IA, et notamment les images génératives, nous disent on est sur le point que ça change des choses et que ça apporte des choses énormes. Pour l'instant, en réalité, on ne l'a pas encore réellement vu, hein, les changements sociaux massifs apportés par l'IA. Euh, je cite, voilà, parmi les nombreux ouvrages, hein, il y en a un qui me semble intéressant, de Bernard Planck, qui date de 1967, qui s'appelle Les machines à enseigner. Typiquement, voilà, c'est cette idée que avec les ordinateurs, on pourra avoir des machines qui remplacent les enseignants. C'est à ce moment-là, hein, déjà dans les années 60, qu'on trouve beaucoup de choses autour de ça, quoi, disons, qui parle de ça. Il y avait une autre petite vidéo que je voulais vous montrer, qui a un caractère un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus léger, mais peut-être qui rappellera des souvenirs à certains, c'est ça. Euh, c'est Machine à apprendre, en Amérique. donc la machine à Alors, pour apprendre, commencer, dans un vous film prenez de une sélection 1980 qui s'appelle Les Sous-doués. Euh, et donc là, typiquement, voilà, on est dans un lycée, et avec des élèves qui vont découvrir une machine qui est censée remplacer les enseignants. Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention, répétez. Donc, je vais pas plus loin là-dessus. Euh, slide. Alors, évidemment, comment dire?
Ce qu'on voit là aussi, hein, et pour notamment pour les doctorants et doctorantes qui sont là, c'est que quand vous voyez cet extrait-là, cette machine qui pose une question, et puis quand on répond mal à la question, on se prend une claque, et si on répond bien à la question, on a un bonbon, etc. Bon, évidemment, c'est une vision qui est très behavioriste de l'enseignement, qui est aussi datée de cette époque, mais malgré tout, avec voilà déjà cette idée que on pourrait avoir des machines qui jouerait le rôle d'un enseignant, mais même si évidemment on voit que déjà à l'époque c'est un peu tourné en dérision, mais quand même l'idée, on voit que l'idée existe et qu'elle est présente, y compris dans le grand public. Euh, alors même si là, elle est dans l'extrait que je vous ai montré, c'est évidemment présenté d'un point de vue très critique. En réalité, euh, l'intégration des technologies euh, depuis cette époque, a été un des chevaux de bataille continu, hein, à la fois en France, du ministère de l'Enseignement, et puis aussi, comme je le disais, de la plupart des pays comparables, de l'Union européenne, de l'UNESCO, etc. Et avec l'idée qu'il y avait une nécessité de développer l'usage des technologies dans le contexte scolaire. Alors évidemment, jamais présenté justement comme une technologie qui allait remplacer les enseignants. Et ce qui est important, c'est que du point de vue de toutes les institutions éducatives, les technologies sont toujours mises au service de l'enseignant. Et donc c'est l'enseignant qui va être d'une certaine manière le médiateur des technologies vis-à-vis de ses élèves. Même si euh, vous avez peut-être vu circuler récemment un manifeste et une pétition qui a été signée par beaucoup d'universitaires disant qu'ils revendiquaient le droit à une objection de conscience vis-à-vis de l'IA, parce que de leur point de vue, il y a voilà comment dire, on ne voit pas le danger, c'est-à-dire les institutions éducatives sont euh, naïves ou seraient naïves et ne verraient pas le danger que représente l'introduction de ces technologies. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, très régulièrement dans les débats sur ces questions. Donc, on a des projections dès que on est sur le point 2, les choses vont changer, les choses vont bientôt évoluer. On a des injonctions aussi, je le disais, des injonctions politiques, sociales, à faire évoluer l'école et à faire évoluer aussi le rôle de l'enseignant. Mais encore une fois, euh, en réalité, la forme scolaire ne bouge pas en profondeur et on va voir, hein, peut-être que l'histoire me donnera tort, et puis c'est toujours ce qui est intéressant aussi quand on travaille sur les technologies comme ça un petit peu en direct. Euh, à mon avis, il y a peu de chances pour que ce que Guy Vincent appelle la forme scolaire, hein, c'est-à-dire voilà, le prof devant sa classe, le tableau, les élèves qui travaillent, les élèves posent des questions au professeur, etc. Cette forme scolaire classique, euh, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle soit modifiée en profondeur par l'arrivée des IA génératives, parce que, voilà, encore une fois, il y a une résilience de cette forme scolaire qu'on a vue à de nombreuses reprises dans l'histoire, euh, même si, encore une fois qu'on a posé ça, et c'était ce que je voulais un peu poser en première instance, euh, si on se dit, bah, Wikipédia, ça n'a pas modifié l'école en profondeur. Internet, même dans son ensemble, d'une certaine manière, ça n'a pas modifié l'école en profondeur. Mais ça ne veut pas non plus dire que ça n'a rien changé. Euh, Bien sûr que l'école a évolué et que le travail enseignant a évolué au contact des technologies. Mais à mon sens, à aucun moment on a été dans la situation en réalité où on aurait eu peur que tout d'un coup les enseignants disparaissent ou qu'ils soient remplacés par autre chose, pas réellement. C'est des choses qui étaient
un peu agité comme ça médiatiquement. J'avais mis, pardon, je suis passé un peu vite sur les slides, mais justement, vous aviez peut-être vu cet ouvrage-là dont on a un petit peu parlé dans les médias. Il y a éducation quand les robots donneront cours. Voilà, on est un petit peu dans ces fantasmes-là et dont les médias sont assez friands. Mais en réalité, voilà, on se dit, on a un tableau noir qui a été remplacé par un tableau numérique, mais malgré tout, on est toujours dans des classes de 30 élèves qui sont assis à leur table avec un professeur. Voilà. Euh, donc la question, ça va être de se demander, à mon avis, deux choses. C'est-à-dire, d'une part, euh, qu'est-ce qui change concrètement si on prend par exemple, si je reviens sur le cas de Wikipédia, Wikipédia à l'époque avait généré beaucoup de débats, et en particulier en France, et il y a eu voilà, pas mal de tâches, j'aurais dû le mettre aussi dans la bibliographie, mais il y a eu beaucoup de travaux sociologiques pour étudier ça, hein, les questions soulevées par Wikipédia dans le cadre scolaire et universitaire. Hein, évidemment, il y a plein d'exercices qu'on faisait autrefois à l'université et qu'on a arrêté de faire quand il y a eu Wikipédia, parce qu'on savait que, effectivement, demander aux étudiants d'aller faire une recherche sur tel personnage historique ou tel, etc., ben, ils allaient chercher sur Wikipédia et c'était fait en 2 secondes, et donc l'exercice n'avait plus beaucoup d'intérêt. Et donc, on a dû faire évoluer les exercices pour tenir compte de ça, ou on se souvient aussi qu'autrefois, on faisait faire beaucoup aux élèves des fiches de lecture sur les ouvrages. Ensuite, on s'est rendu compte, ben voilà, toutes les fiches de lecture sont sur Internet, donc ça sert plus à rien, donc il faut faire autre chose. Et sûrement, voilà, tout et tout ce qui est je suis sûr que vous avez plein d'exemples de ça et de moments où, soit vous-même en tant qu'enseignant ou les enseignants que vous avez eus ont dû s'adapter, inventer de nouveaux exercices pour tenir compte de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est une première chose, se demander qu'est-ce que une nouvelle technologie comme l'IA générative change euh, à l'apprentissage et à l'enseignement, à l'apprentissage scolaire universitaire, hein, et à l'enseignement. Euh, et la deuxième chose, c'est de se demander, est-ce qu'on va avoir certains lieux qui vont se saisir plus fortement de l'IA pour inventer réellement d'autres modèles d'enseignement qui vont être radicalement différents grâce à l'IA. Il y a un exemple de mon point de vue qui est évidemment à regarder avec attention en ce moment et que moi j'essaie d'observer déjà depuis quelques années, qui est le monde des écoles de code et des écoles d'informatique, puisque évidemment on est dans des environnements où de manière plus aiguë, les professeurs et les enseignants bah, sont confrontés à ça. Évidemment, voilà, nous, la plupart des gens, je pense, qui sont ici, on n'est pas directement des étudiants ou des profs d'informatique, mais bien évidemment, pour les gens qui sont dans ce secteur-là, l'apparition de l'IA générative, pour le coup, voilà, ça change beaucoup de choses parce que l'IA peut générer du code directement, et donc c'est à la fois des pratiques professionnelles et des pratiques d'enseignement qui peuvent être vraiment remises en cause fortement. Alors moi, ce que j'avais essayé d'étudier ces dernières années, et notamment en lien avec une jeune chercheuse qui s'appelle Nefeli Paparistedi, qui a fait une thèse avec moi en fait sur ces questions, et notamment sur les écoles de code, sur comment dire, euh, sur l'enseignement dans les écoles de code. Et Nefeli avait fait beaucoup de terrain dans, dans ces écoles, en particulier École 42 et une autre école qui s'appelle Epitech. École 42 qui est peut-être plus connue parce que c'est une école qui avait été créée par Xavier Niel et donc dont on avait beaucoup parlé à une époque dans les médias, donc vous avez peut-être entendu parler, mais en réalité, l'école 42 s'appuyait beaucoup sur un modèle qui avait été développé déjà une voire 2 décennies avant par une autre école, un réseau d'écoles en fait de code qui s'appelle Epitech. Euh, et ce qui est intéressant justement dans cette école, c'est que depuis très longtemps, même bien avant l'apparition de ChatGPT, on a eu des profs d'informatique, des profs de code, qui ont fait évoluer de manière radicale leur pratique d'enseignement. Si vous allez voir l'article de Nefeli que je cite là, hein, vous verrez ou sa thèse directement, vous verrez que ce qui est passionnant en fait, c'est que dans une école comme Epitech, pour le coup, c'est une école où il n'y a pas de cours. Donc les cours sont complètement supprimés. Euh, Vous avez des étudiants qui travaillent uniquement par projet.
Mais pour le coup, il y a des enseignants, il y a des professeurs, ou ce que eux, en général, d'ailleurs, vont pas appeler tellement des professeurs, mais vont plutôt appeler des pédagogues, donc ce qui est aussi intéressant pour nous. Mais on a des personnes qui sont en situation d'être des pédagogues et qui vont travailler avec les étudiants sur des projets des étudiants et qui vont les accompagner dans des projets de plus en plus complexes au fur et à mesure de leur scolarité, qui vont leur apporter des connaissances autant que de besoin quand ils en ont besoin dans leur projet, mais ils ne leur font jamais de cours, il n'y a pas de salle de cours. Il n'y a pas le tableau, il n'y a pas, etc. Donc on n'est pas du tout, et on est sur des écoles qui sont quand même des écoles qui se font en 3 ans ou en 5 ans, et où donc on a un fonctionnement, effectivement, on fonctionne sans cours, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que supprimer les cours ne veut pas dire qu'on supprime les enseignants. Les profs vont pouvoir dire, dans cette école-là, vont pouvoir dire à leurs étudiants, bah, voilà, si tu veux te former sur tel langage de programmation, bah, je te donne des liens, tu vas voir, il y a tel site, tel cours en ligne, tel truc, j'ai pas besoin de te faire le cours, tu vas chercher des infos sur Internet, tu te débrouilles tout seul, tu apprends par toi-même, etc. Si tu as un besoin, tu me demandes, si tu as un problème, un truc que tu comprends pas, tu me demandes, je t'explique, mais tu te formes par toi-même. Donc, cette idée et ce qui est intéressant, c'est que ces projets, en fait, c'est de construire des applications, des programmes informatiques, et ces programmes informatiques, pour le coup, sont évalués par une IA. C'est-à-dire qu'ils sont évalués par un programme, par une machine qui va tester le programme et qui va tout simplement regarder si le programme est bien codé, s'il marche bien, etc. Donc pour le coup, là, on a de l'IA qui est vraiment au cœur du processus pédagogique, mais encore une fois, avec des pédagogues qui sont très présents et qui disparaissent pas du tout en réalité. Donc ce qui me semble intéressant, euh, c'est de se dire d'abord, on a quand même du recul sur ces écoles. Donc il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire que ce modèle pédagogique, il fonctionne. C'est-à-dire que ces écoles existent depuis des années, elles forment de très bons informaticiens, aussi bien que des informaticiens qui ont été formés de manière plus classique dans d'autres écoles. Donc ça veut dire que ce modèle-là, d'une école sans enseignement, ça fonctionne très bien. Euh, Si ce n'est que ça pose d'autres questions, alors que là aussi, que Nefeli très, très, très bien dans sa thèse, qui sont des questions disons, de gestion de rivalité entre les élèves, avec aussi une question pour les écoles de code, de culture masculine, qui peut être assez toxique dans les projets, parce qu'on est dans les écoles de code avec des écoles qui sont très, très masculines. Donc, voilà. Donc ça pose quand même des questions, et ça demande de la régulation particulière, et ça se fait pas non plus tout seul. Euh, ça- c'est pas une panacée, c'est pas voilà. Euh, c'est aussi un modèle qui pose aucun modèle pédagogique n'est parfait, disons. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut se dire, c'est que on a des exemples réels qui précèdent en fait l'existence de ChatGPT, euh, d'écoles qui fonctionnent sans enseignement, mais pas sans enseignant. Donc, d'une certaine manière, l'idée de remplacer l'enseignant par un robot ou par une application, euh, même moi, dans les travaux que j'ai pu mener sur le secteur des tech, en réalité, je rencontre jamais ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où même les gens qui construisent des applications, euh, comment dire, dans le secteur des tech, si vous allez voir les gens qui font des applications pour apprendre une langue, etc. En fait, personne ne pense réellement que l'application à elle seule va vous permettre d'apprendre quelque chose et on peut remplacer complètement en tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit ça de manière frontale. Euh, donc, c'est une position qui est, à mon avis, assez minoritaire. En revanche, l'idée de techniciser ou de numériser une partie magistrale des enseignements ou une partie des évaluations, ça, évidemment, c'est tout à fait possible. Et de fait, c'est déjà fait dans de nombreuses situations. Donc, on peut se dire que l'IA va permettre de continuer sans doute dans cette direction. Après,
Là, précédemment, je prenais évidemment des exemples dans le secteur de l'apprentissage du code. Ce qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure c'est applicable à toutes les disciplines et à toutes les situations pédagogiques. Je prenais l'exemple là, de cette école de code. Évidemment, d'abord, on n'est pas en CP, c'est des étudiants. Et puis, on est sur l'apprentissage d'une discipline évidemment particulière. Donc, on pourrait se demander, est-ce que euh, remplacer les enseignements par de la recherche autonome qui soit instrumentée avec une IA générative, est-ce que ça marche pour des élèves jeunes? Est-ce que ça marche dans toutes les disciplines? Voilà, ça c'est une question à mon avis qui est intéressante aussi à se poser et qui se pose aujourd'hui parce qu'en réalité, voilà, je pense que le modèle qu'on a qu'on retrouve souvent dans le secteur des tech, c'est celui-là. C'est un modèle où on va avoir des élèves ou des étudiants qui font leurs propres recherches de manière autonome. Alors, auparavant, ça aurait été sur Internet, maintenant, ça va être en utilisant une IA, et qui vont pouvoir avoir recours à un enseignant pour les guider, pour les aider dans leurs recherches, pour poser un cadre, etc. Ou pour les évaluer éventuellement. Donc, quand on est investi évidemment dans les humanités, dans les sciences humaines, dans les sciences de l'éducation, euh, la question qui va se poser malgré tout, enfin, il y a une question, je pense quand même, qui se pose, c'est la question de la suppression de la partie magistrale des enseignements. En fait, ce qu'on retrouve beaucoup quand on travaille sur, quand on voit ce qui est dit aujourd'hui sur l'IAG ou ce qu'on voyait précédemment en travaillant dans le secteur en observant le secteur des tech, c'était cette idée que euh, ce qui posait problème dans le modèle éducatif classique, dans la forme scolaire classique, c'est la magistralité. Et d'une certaine manière, ce que les technologies allaient permettre de supprimer, c'est cet aspect-là du métier d'enseignant. Et quand on dit on va supprimer les professeurs, en réalité, ce qu'on a en tête souvent, c'est la suppression de la magistralité des enseignements. C'est ce qu'on a beaucoup vu il y a quelques années quand on a eu ce mouvement, par exemple, de la classe inversée, où on se disait, voilà, on peut remplacer la partie magistrale par des vidéos, ou par moi, à mon avis, il y a quand même quelque chose. Voilà, il y a cette idée-là, elle pose problème, mais on pourra en discuter avec plaisir avec vous. Et je vais arriver petit à petit à la fin de ce petit exposé. Là, je vous ai mis ça. Alors ça, vous le retrouvez dans mon bouquin, mais donc je vais pas le détailler là. Et puis, vous pourrez avoir accès aux slides aussi si ça vous intéresse. Mais donc, les deux colonnes de droite, c'est voilà, c'est quelque chose que j'avais fait en 2019, qui était de détailler la différence entre l'approche EdTech et l'approche humanité numérique sur ces questions-là. Et en fait, je vais pas le détailler là, mais disons que ce qui me semble important, c'est que euh, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans l'approche EdTech de l'intelligence artificielle, c'est l'idée que euh, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'elle va nous rendre plus performants. Et pour être plus performant, il faut interagir beaucoup avec l'IA. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps dans le secteur des tech, qui est de dire les technologies numériques, elles nous rendent plus performants, y compris plus performants dans nos apprentissages. Mais pour être plus performant, il faut beaucoup interagir avec la machine. Donc, ce qui est visé, c'est la performance. Et ce qui va permettre cette performance, c'est l'interaction de machine. Un des angles d'attaque par rapport à ça du mouvement des humanités numériques, c'est de dire attention. euh, En particulier quand on est dans les humanités, quand on est dans les sciences humaines, ce qu'on vise, ça n'est pas que la performance, c'est aussi la construction de soi, le cheminement personnel, et c'est aussi la construction d'un regard critique sur le monde et sur les technologies. Et le fait d'utiliser les technologies n'empêche pas d'avoir un regard critique sur elles et, je dirais, de construire une juste distance vis-à-vis de ces technologies. L'autre chose qu'on retrouve beaucoup dans le mouvement des humanités numériques par rapport au EdTech, c'est l'idée de collaboration et de travail collectif, parce qu'évidemment, on voit bien hein, que l'un des enjeux du développement des usages de l'IA dans les apprentissages, c'est d'avoir des apprentissages qui deviennent de plus en plus
euh, individuelle. Et donc, or, on sait que l'un des enjeux de l'éducation, qu'elle soit scolaire ou universitaire, c'est aussi de construire sa capacité à interagir avec d'autres humains. Pas uniquement d'interagir avec des machines ou à travers des machines, mais d'interagir avec d'autres êtres humains. Donc, il n'y a pas, voilà, je vais pas trop détailler ça. Vous pouvez effectivement le retrouver hein, dans mes publications récentes. J'essaie de travailler un petit peu sur ces questions, mais je voulais au moins poser ce point qui me semblait important, qui était, euh, voilà, il n'y a pas qu'une seule manière de penser la place que peut prendre l'IA dans les apprentissages et dans les enseignements. Il y a plusieurs manières de le faire. Euh, c'est pas juste on le fait ou on le fait pas, mais on peut vraiment construire, à mon avis, des positions assez différentes sur ces objets et sur ces pratiques. Euh, Quand on regarde ces remises en cause d'une certaine manière des institutions éducatives et puis de la fonction d'enseignant, hein, on se dit voilà, comme je disais, avec Internet, avec l'ordinateur, on a eu cette idée qu'on allait avoir une fonction d'enseignant qui allait être remise en cause. Et pourtant, en fait, ni l'école ni l'université n'ont disparu, ni même perdu de terrain. C'est pas comme si, depuis qu'Internet existe, il y avait eu un recul du monde scolaire ou du monde universitaire. Pas du tout. Hein, on n'est pas dans une situation où il y aurait eu justement ce remplacement, ce grand remplacement dont je parlais tout à l'heure. On l'a pas du tout vu, et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est peu probable qu'on le voit tout d'un coup se produire avec l'IA. D'une certaine manière, l'IA, c'est une nouvelle étape dans où un monde numérique où le savoir est toujours plus accessible et où le savoir n'est plus confiné dans des institutions de savoir qui en avaient le monopole autrefois et qui vivaient de ce monopole. D'une certaine manière, euh, ce qui est intéressant, je trouve, avec l'IA et avec plein d'autres technologies, c'est que autrefois, le prof, ou si on prend l'institution, l'école ou l'université, c'était vivait d'un monopole qui était un monopole de détention du savoir. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Et évidemment, le prof ne vit le, l'existence et la pertinence de l'existence de la fonction d'enseignant ne repose plus sur l'idée qu'il est le détenteur unique d'un savoir. Pas du tout. Le savoir, il est disponible de manière très large et de plein de manières. Donc, si on supprime ça, si on supprime cette fonction monopolistique de détention du savoir, qu'est-ce qui reste? En réalité, il reste trois choses qui, à mon avis, font que l'enseignant et les institutions d'enseignement restent pertinentes et d'une certaine manière plus pertinentes que jamais. Euh, Trois points. Première chose, l'école et l'université vont fournir un cadre spatio-temporel qui va faciliter l'atteinte d'objectifs de formation. Ça veut dire que quand vous voulez vous former, en réalité, le fait de s'inscrire dans une formation pour le faire et d'être avec d'autres apprenants pour apprendre quelque chose va faciliter et va faciliter votre apprentissage et va faire qu'il y a beaucoup plus de chances que vous réussissiez. C'était quelque chose, si vous vous en souvenez, qui avait été beaucoup pointé quand il y avait eu la grosse mode des MOOC, où on s'était rendu compte en réalité que les gens qui s'inscrivaient à des MOOC à 90 ou 90% ne finissaient pas le MOOC, n'allaient pas au bout de la formation, etc. Donc, parce que c'est difficile d'apprendre tout seul, c'est difficile de se motiver tout seul, etc. Alors que, évidemment, quand vous êtes dans un groupe, bah, il y a une dynamique de groupe, voilà, il y a, comment dire, euh, une construction collective du savoir qui se fait. La deuxième chose que vont fournir les institutions éducatives, et qui reste tout aussi valable dans un monde où il y a de l'IA, c'est le fait que quand on suit une formation, on construit un réseau professionnel, on construit un réseau intellectuel et un réseau personnel. Et là encore, évidemment, on se souvient tous que quand on a été dans la situation pandémique où les étudiants étaient confinés et où ils ne pouvaient plus venir à l'université,
Bah, les étudiants n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir revenir à l'université. Et quand on leur a dit, suite à la pandémie, peut-être qu'on pourrait garder une partie des cours en distanciel, en réalité, les étudiants, pardon, étaient massivement contre. Ils avaient juste envie de venir à l'université. Parce que c'est un endroit où ils se construisent collectivement, ils rencontrent des gens, etc. Donc, évidemment, les institutions d'éducation, elles servent à ça aussi. Et la troisième chose que les institutions d'éducation et les institutions universitaires représentent, plus que jamais, d'une certaine manière, dans ce monde où il y a de l'IA, c'est des lieux fiables de certification de compétences. Ça veut dire que ce qui est important malgré tout quand on se forme, c'est qu'on puisse dire ensuite qu'on s'est formé à tel endroit et que les gens puissent se dire oui, c'est un lieu sérieux, donc on sait que la formation est bonne, etc. Donc on a une formation, je dirais, un gage de fiabilité qui va être donné par une institution. Euh, Ce qui est d'ailleurs très intéressant et dans des recherches récentes hein, sur le développement des IA à l'université. On avait accueilli un collègue de l'Université de Mexico, ben, tu étais présente d'ailleurs, Véronique, quand on l'avait accueilli, je crois, et qui nous présentait une recherche qu'il avait menée sur les étudiants de l'Université de Mexico et sur leur représentation de l'IA. Et en fait, une des choses qui était très intéressante et que j'ai retenue et qui ressortait de son enquête, c'était que il y avait une peur chez les étudiants que le développement des usages de l'IA dévalorise leur formation. Euh, Parce que eux-mêmes se disaient, bah voilà, si tout le monde utilise l'IA tout le temps et que tout le monde sait que tout le monde utilise l'IA tout le temps, à la fin, mon diplôme, il vaut plus rien. Donc ça, c'est une question, à mon avis, qui est fondamentale pour les institutions d'éducation, pour les enseignants aujourd'hui, les enseignantes, c'est comment on fait pour faire en sorte de continuer à rester des lieux et des institutions fiables pour la certification de compétences. Et donc ça, à mon avis, voilà, ça fait partie des enjeux importants hein, auxquels on va être confronté dans les années à venir. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là, de manière à ce qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion. Merci à vous. On t'entend pas, Véronique, ton Et micro. le son, voilà. Ouais. Oui, donc il y a pas mal de questions qui ont commencé déjà à être posées. Il y a aussi des remarques qui apparaissent. Il me Ouais, semble que tous les enseignants devraient être des pédagogues. Cela demande de se former à l'importance de la formation que ouais, tu ouais, as souligné, bien sûr. de connaître les différentes pédagogies avec l'IA et sans. Donc, effectivement, là, il y a une question que, suite à cette remarque, je pourrais éventuellement poser. En quoi l'IA peut nous permettre de connaître plus de pédagogie, de changer notre pédagogie. Et donc, il y a une question, je ne sais pas, que je mettrai tout de suite en relation avec ça. En fait, c'est moi qui fais le lien, qui est comment collège-lycée sont-ils conscients, donc les élèves, des connaissances qu'ils ont à acquérir. Et donc, par rapport à cette question autour des pédagogues, j'aurais envie de te dire comment nous, en tant qu'enseignants, puisque je suis également enseignante, on peut modifier nos pédagogies pour se dire euh, qu'on va inciter les élèves. De toute façon, on ne va pas pouvoir les empêcher d'utiliser l'IA, mais comment les inciter à les utiliser de la meilleure façon possible. Et bon, j'ai quelques petites idées, mais quel type d'exercice on pourrait leur proposer pour leur montrer que finalement, même l'IA, parfois, peut les induire en erreur ou peut même être contre-productif sur des apprentissages qu'ils pourraient être amenés à faire. Ouais, tout à fait. Donc Euh, ça pourrait être une première question, hein. Je te oui, laisse oui. répondre. Bah, oui, il y a plusieurs choses. Ce que tu commençais par dire, effectivement, c'est dans quelle mesure les IA génératifs, c'est une occasion Voilà, pour un de enseignant changer. de changer, de réfléchir à ses propres pratiques. Et en effet, et pour moi, et voilà, en faisant de la formation sur les technologies depuis longtemps, oui, c'est toujours pour une porte d'entrée intéressante, c'est de se dire, est-ce que l'apparition de cette technologie, c'est pas une occasion
de remettre en cause des pratiques qu'on avait et qui n'étaient pas forcément des pratiques géniales qui pouvaient Hmm. poser problème aussi. Typiquement, voilà, quand on, avec le développement d'Internet, une des choses qui a été très compliquée à l'université, c'était les questions de plagiat. Et on se dit, ah oui, mais Ouais. alors les étudiants, ils peuvent aller chercher des trucs sur Internet et puis les mettre dans leur mémoire, et puis ensuite il y a du plagiat, etc. Donc, on a développé des outils anti-plagiat, etc. Et cette question, elle se repose aujourd'hui avec l'IA, évidemment, de se dire, euh, mais en fait, évidemment, cette question-là, euh, la question du plagiat, c'était une question qui était un impensé du monde universitaire auparavant, et qui était évidemment beaucoup plus ancienne. Mais simplement, c'était un impensé, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que auparavant, si un étudiant allait chercher un mémoire papier à la Hmm. bibliothèque et qu'il le recopiait intégralement dans son mémoire, ben, on n'avait absolument aucune manière de le savoir et on ne le saura jamais. Et ça existait, mais simplement, voilà, on ne le pensait pas et on n'en parlait pas. Donc, d'une certaine manière, euh, le- l'arrivée d'Internet a été un moment où on a pu, de mon point de vue, enfin se poser la question du plagiat à l'université, qu'on ne se posait pas auparavant, et donc développer aussi des choses en ce sens-là. Et donc, c'est là encore, hein, avec l'IA, on est reconfronté à cette question-là, et donc on doit développer aussi des choses en ce sens-là. Quand tu disais développer aussi des formations pour les élèves, donc ça c'était pour les enseignants, pour Hmm. les élèves, tu disais développer des formations pour qu'ils apprennent à bien s'en servir, et tu disais notamment leur montrer que l'IA peut les induire en erreur. Euh, alors, ça c'est intéressant, je trouve. Euh, il y a quelque chose de compliqué là-dedans, c'est-à-dire, mais enfin, il y a quelque chose de positif et de négatif là-dedans. Si je prends cette question, en fait, j'ai des exemples similaires, par exemple avec Wikipédia, où quand on a eu le développement de Wikipédia, tu avais en fait beaucoup d'enseignants qui faisaient ce truc d'aller montrer à leurs élèves qu'il y avait des articles de Wikipédia où il y avait des erreurs pour leur montrer que c'était pas fiable. Voire, il y avait eu, peut-être tu avais entendu parler de ça, il y avait eu un scandale il y a quelques années parce qu'il y avait un enseignant même qui s'était amusé en fait lui-même à aller à aller rajouter des erreurs dans Wikipédia pour montrer ensuite à ses élèves qu'il y avait des erreurs. Donc il y avait évidemment un côté performatif. En fait, ce qu'on voit quand on étudie Wikipédia, pour le coup, et qui est intéressant, c'est que ces technologies, ben, ça évolue, et que évidemment, le Wikipédia d'il y a 15 ans, c'est pas du tout le Wikipédia de maintenant, la plateforme s'est beaucoup améliorée, et que donc les usages qu'on en fait aujourd'hui sont plus du tout les mêmes que ce qu'on en faisait autrefois. Et en réalité, le fait de trouver des erreurs sur Wikipédia, il y a 15 ans, c'était facile, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, d'une certaine manière, les erreurs qu'on voit sur ChatGPT, en fait, on en voit plein maintenant, mais ça se trouve, dans 2 ans, on en verra beaucoup moins, parce que les outils ils évoluent en permanence. Donc, c'est vrai, je pense que c'est-à-dire, il faut effectivement sensibiliser les élèves et les étudiants au fait que et les outils, disons, ils sont pas totalement fiables et ils font des erreurs. Mais en même temps, de mon point de vue, c'est un rapport à la connaissance aussi, c'est-à-dire c'est le fait plus généralement de leur apprendre à vérifier leurs sources, recouper des sources, parce que d'une certaine manière, même dans un ouvrage papier, il peut y avoir des erreurs. Enfin, c'est pas propre, c'est pas propre à l'IA. Euh, donc, à mon avis, le, la formation des élèves aux bons usages de l'IA. Alors, c'est deux choses, c'est-à-dire que si on est dans la perspective dont je parlais, la perspective des EdTech, c'est-à-dire si je reviens sur cette idée en fait, donc ce courant américain donc qui s'appelle Educational Technologies, l'idée qu'il y a derrière ce courant, ça s'appelle Educational Technologies. Donc en fait, ce que ça veut dire aussi,
si on le traduit littéralement, c'est des technologies éducatives. C'est-à-dire que les technologies sont éducatives par elles-mêmes. Et donc, l'enjeu dans le cadre des EdTech, c'est effectivement d'apprendre à bien s'en servir. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est euh, ce qui est important avec l'IA générative, c'est d'apprendre à faire des bons prompts. Oui, Alors, tout à fait. ok. Simplement, évidemment, quand on apprend en tant qu'enseignant à ses élèves à faire des bons prompts, ben, on travaille gratuitement pour ChatGPT et pour Google et on travaille à ce que Mm. nos étudiants et nos élèves utilisent de plus en plus ces outils. Et le message qu'on leur envoie, c'est ben, il faut utiliser de plus en plus ces outils. Et voilà. Donc on peut aussi se poser la question en tant qu'enseignant, pourquoi je deviens un travailleur gratuit de ces multinationales américaines. L'autre manière d'engager évidemment cette formation, c'est, je dirais, d'être plus sur... euh, les deux ne sont pas forcément contradictoires, mais ce que je veux dire, c'est que cette formation au prompt, à mon avis, elle, voilà, elle se suffit pas à elle-même. Et si elle est toute seule, c'est un peu problématique. Je pense que ça doit être replacé dans quelque chose qui est aider les élèves à comprendre et les étudiants à comprendre ce que c'est que l'IA. D'abord, parce que c'est très difficile, évidemment, à comprendre la manière dont ça fonctionne. Et puis aussi à comprendre ce que ça fait dans la société, ce que ça change, l'impact social que ça peut avoir, l'impact écologique que ça peut avoir, etc. Donc, c'est-à-dire replacer, les aider aussi à construire un regard critique sur les technologies et aussi les aider à construire une juste distance vis-à-vis de ces outils. Ça, c'est ce dont je parlais dans ce petit ouvrage que tu as mentionné qui s'appelle Scroller, où là, Oui. je Mm. travaille plus là-dessus sur les réseaux sociaux, mais je dirais c'est aussi cette idée de se dire comment on fait, y compris nous d'ailleurs en tant qu'adultes, pour construire une bonne distance vis-à-vis de ces outils et faire en sorte que ces outils, ben, ça soit des outils d'émancipation et au contraire pas des outils dont on devienne dépendant. Hein, parce que la question qui est posée, c'est aussi la question de la dépendance à ces outils. D'accord. Merci. Je vais complètement changer de question. Mhm. Hein, là, vous avez fait référence à un certain moment à un projet européen. Ouais. Avez-vous connaissance ou êtes-vous partie prenante de groupes, projets de réflexion et de prospective au niveau public européen ou autres sur l'avenir de l'éducation universitaire, apprentissage, cognition? Le sujet se prête vraiment au croisement des perspectives, expériences pour mieux envisager l'avenir. Ouais, ouais, donc il y a, effectivement, hein, comme je le disais, hein, on a toujours l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, mais malgré tout, il y a beaucoup de réflexions, de recherches, d'expérimentations qui sont engagées à la fois en France et en Europe, et puis aussi au-delà. Hein. Je mentionnais ce collègue mexicain, là, où il y a aussi voilà, des choses un petit Oui, peu on avait vu. dans tous les pays. Mais en France, évidemment, il y a des groupes de travail qui, spécifiquement sur l'IA éducation, enfin, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le ministère, hein, par la direction du numérique du ministère, donc voilà, qui fournit déjà des choses. Et puis le ministère a déjà beaucoup produit sur ces questions. Et en effet, au niveau européen, alors c'est vrai que moi, le groupe, spécifiquement pour en dire un mot, hein, dans lequel je suis engagé, disons, le programme européen qui finance le projet dans lequel je suis engagé s'appelle IOSC. Donc, ça veut dire European Open Science Cloud. Donc, le cloud pour la science européenne ouverte. L'objectif principal de ce grand programme, c'est de développer des outils euh, qui soient adaptés à la recherche et à l'enseignement, qui soient open source, alors je rentre pas dans le détail de ça, et je dirais qui permettent aussi à l'Europe de conserver une souveraineté dans l'utilisation de ces outils. Et évidemment, une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est que pour l'instant, massivement, les outils qui sont développés sont des outils américains et ou chinois. Et donc, évidemment, voilà, la question qui se pose, c'est comment on fait pour développer des outils euh, à la fois, je dirais, encore parce que je dis aussi des outils qui soient adaptés au monde de l'enseignement et de la recherche, parce que
ChatGPT, c'est pas fait pour, c'est-à-dire on l'utilise dans le cadre scolaire, mais ça n'est pas pensé pour être un outil qui est utilisé dans le monde scolaire. Donc ce dont on va avoir besoin aussi, c'est de développer des outils qui soient des outils propres euh, au monde scolaire. Au niveau régional, il y a un programme aussi qu'on peut citer, puisqu'il est en cours en Île-de-France. C'est la région Île-de-France qui finance alors pour le coup, une entreprise française du secteur des tech qui s'appelle Pearl Trees et qui est en train de développer une IA au service des enseignants pour que les enseignants voilà, puissent utiliser l'IA dans la préparation de leurs cours. Donc on voit que voilà, mais oui, oui, il y a plein de choses qui sont en train de se monter. Alors, dernière chose que je mentionne aussi de ce point de vue-là, et pour les personnes qui sont intéressées, tu l'as dit en introduction, on mène une mission avec Louise Michel, là, dans le cadre de la faculté sur justement IA Mhm. et éducation, et puis surtout enseignement supérieur. Et on a pour projet, là, à partir du mois prochain, normalement, de faire une newsletter justement pour tenir au courant de ces recherches, de ces projets qui se mettent en place sur IA éducation. Et donc, voilà, on proposera aussi aux gens hein, qui sont intéressants de s'abonner à cette newsletter pour que, pour celles et ceux qui ont envie de se tenir au courant, je dirais, de tout ce qui se passe. Parce que, comme je le disais, voilà, il y a un vrai bouillonnement, hein, il y a plein, plein de choses. Il y avait aussi une autre question, là c'était dans les premières questions qui sont arrivées. L'interaction homme-machine est-elle aussi performante que l'interaction homme-homme? Hmm. Comment évaluer cette performance? Et ensuite, Ouais, il y avait également comment construire du commun dans la hmm. relation homme-machine. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, alors, à mon avis, si on est sur une question de performance pure, il y a certains types d'exercices où, en effet, le fait de travailler avec une machine va permettre d'être plus performant. Typiquement, si voilà, on veut s'entraîner à faire des exercices de maths, ben, on sait que, il y a plein d'applications qui permettent de faire ça et de travailler sur un même exercice euh, jusqu'à ce qu'on arrive à bien le faire et avec des niveaux de progressivité qui permettent de s'améliorer progressivement, où il y a des choses qui existent sur les langues, etc. Donc oui, si on- pas forcément pour tout, je dirais, mais si on est euh, sur de la performance pure, euh, sans doute les machines, dans certaines situations, vont permettre enfin, l'interaction machine va être plus performante que l'interaction entre humains. Mais encore une fois, euh, voilà, quand on dit contraire du commun, et c'est évidemment pour l'école et pour l'université, c'est un enjeu en soi. C'est-à-dire que même si ça va moins vite et même si c'est un peu moins performant, c'est intéressant en soi d'apprendre à nos élèves, à nos étudiants, de travailler ensemble, de construire des projets ensemble, même si, voilà, effectivement, ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire demander à un groupe de 3 étudiants de faire un exposé et de présenter cet exposé. Euh, Ça prendra beaucoup plus de temps et ça sera beaucoup plus laborieux que de dire à un seul étudiant, je te donne le thème de l'exposé, tu le mets dans ChatGPT, tu fais l'exposé, tu me le récites, c'est fait littéralement 5 minutes. Et potentiellement, ce qui est un peu déprimant pour nous, c'est que le résultat sera peut-être aussi bon, voire meilleur, que les 3 étudiants qui auront fait leur exposé en allant juste à la bibliothèque, etc. Donc ça, évidemment, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais en même temps, on sait que l'objectif de faire société, de former des futurs citoyens, bah, c'est un objectif en soi. C'est pas un objectif Hmm. dire, annexe. Et aussi, ce que je peux rajouter, construire du commun en utilisant les technologies. Oui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, et effectivement, pour moi, une des choses sur lesquelles je travaille, justement, et dans le cadre de ce projet européen, c'est aussi le développement d'outils. Et c'est des outils qui favorisent la collaboration. L'outil que j'ai montré très rapidement tout à l'heure, qui s'appelle Celluloid, c'est un outil qui est fait justement pour collaborer autour de vidéos. Et avec l'idée que voilà, les vidéos pour apprendre, c'est très bien, mais ça se suffit pas soi-même et il faut être capable de générer de la collaboration et de faciliter de la collaboration autour des vidéos. Donc typiquement, ouais, c'est une des choses qu'on essaie de faire avec vraiment cet objectif en ligne de mire, de se dire comment on fait à la fois pour utiliser des technologies, mais en se disant que l'objectif final,
C'est pas juste l'usage de la technologie pour lui-même, quoi. Exactement. Donc, toutes les valeurs que l'on peut porter et qui doivent, disons, par exemple, faire société. Bon, c'est vrai qu'à la fac, disons à l'ICP, on est très très attaché au fait que les étudiants puissent, disons, collaborer, qu'il y ait une entraide, qu'il y ait une construction du savoir. Tu as parlé à un moment donné du behaviorisme, Ouais. puisque, disons, par rapport au film Les Sous-doués, hein, Mm. où effectivement, récompense, et c'est bon. Après, il y a eu le constructivisme. Donc, comment, au travers de l'IA, on peut développer là, c'est une question qui me vient, qui n'est Ouais, bien pas sûr. forcément apparue, mais comment elle peut développer cette perspective constructiviste Ouais. euh, que, par exemple, à la faculté d'éducation et de formation, où on forme pas mal de futurs professeurs, et donc, quelles valeurs, en tant qu'enseignants, vont-ils être amenés à porter pour aux futurs élèves qu'ils vont être amenés bon, à former, à éduquer, etc. Il y avait Ouais. une question je sais pas, que j'ai envie de poser tout de suite, c'est sur l'impact du numérique sur la fonction théologique. Je trouve que ça rejoint bien cette question sur nos valeurs, sur certaines valeurs. Bon, c'est pas forcément des théologies, mais euh, est-ce qu'il y a eu ta connaissance de recherches qui ont été faites sur l'impact du numérique sur la formation théologique ou pas? Alors, euh, je vais te dire plusieurs choses. D'abord que les théologiens se sont saisis de la question des nouvelles technologies et de leur impact sur leur réflexion en réalité très tôt. C'est-à-dire que dès les débuts de l'apparition de l'informatique, les théologiens se saisissent de l'outil informatique et il y a un exemple qui est très connu, qui est un théologien italien qui s'appelait Roberto Busa et qui était un spécialiste de Thomas d'Aquin. Et en fait, au tout début, c'est-à-dire dans les années 1950, quand on a eu les premiers ordinateurs IBM qui ont été produits, en fait, Roberto Busa est allé voir IBM et leur a dit, bah, moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre dans votre ordinateur euh, l'intégrale de l'œuvre de Thomas d'Aquin pour voir ensuite ce qu'on peut en sortir grâce à l'ordinateur, des correspondances, de textes, etc., des choses qu'on n'aurait pas forcément vues auparavant. Donc, ça veut dire que, et ça c'est vraiment un des points de départ justement de ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est des théologiens. Donc les théologiens, oui, depuis longtemps, ils se préoccupent de ces questions-là. Ouais. Alors je vais pas parler à leur place, mais c'est vrai que à l'ICP, on a plusieurs collègues hein, qui ont depuis longtemps réfléchi à cette question des technologies, à la fois ce que ça change sur la recherche en théologie et puis aussi ce que ça change à la pensée théologique hein, plus profondément. Alors on va avoir là normalement, il y a une reconfiguration qui est en cours de l'unité de recherche de l'ICP et on va avoir un groupe de travail qui va se monter spécifiquement sur la question de IA et théologie, parce que précisément nos collègues théologiens, ils sont, voilà, on a beaucoup qui sont intéressés par cette question et donc je pense que voilà, c'est une question qui va se poser dans les années à venir. Je voulais juste revenir une seconde sur ce que tu disais quand tu parlais de constructivisme et de socioconstructivisme. Oui. Pour moi, dans le développement d'outils, d'une certaine manière, le meilleur exemple de ce point de vue-là, c'est Moodle. Moodle, qui est la plateforme, l'environnement numérique de Mhm. travail qu'on utilise à l'ICP, mais qui est utilisé par la majorité des universités en France. C'est un outil qui a été développé par des chercheurs et des chercheuses en sciences de l'éducation, avec comme fondement une vision socio-constructiviste de l'enseignement. Et justement, et c'est pour ça que dans Moodle, euh, les cours sont toujours centrés autour d'un forum parce que il y a cette idée que le savoir, notamment quand on est à distance ou en hybride, va se construire prioritairement par les échanges à l'intérieur d'un forum. Donc ça veut dire que voilà, on peut construire des outils numériques qui sont fondés qui ne sont pas behavioristes, qui sont fondés sur une vision socio-constructiviste. Voilà. Disons, dans le cadre ça peut être une idée aussi dans le cadre de nos cours et même, alors c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de faire ça en collège et en lycée, hein, pour rejoindre l'une des premières questions hein, qui avait été posée sur également si, disons, pour que les élèves est-ce qu'ils sont conscients des connaissances qu'ils sont, bon, je te l'ai déjà posé, mais des connaissances qu'ils peuvent être amenés à acquérir? Parce qu'effectivement,
nous, enseignants, souvent, hein, on se dit ma matière est importante, les élèves, j'ai plein de choses à leur apporter, ils ont plein de choses à construire maintenant, puisque cette idée de l'enseignant personne ressource quand même n'est pas nouvelle. Et puis eux, à côté de ça, ils se disent, ça me fait gagner un exercice de maths que je vais mettre une demi-heure à faire. Ben, en fait, si je vais sur ChatGPT, en 2 minutes, il est fait. Ouais. Et parfois, tu donnais aussi l'exemple comment dire, à la faculté de l'exposer, de se dire, bon, oh là là, au lieu qu'on passe des heures à interagir les uns avec les autres et qu'on ait du mal à se rencontrer, etc., on peut peut-être le trouver directement sur ChatGPT. Donc, ça pose aussi des questions. Nous, en tant qu'enseignants, on a déjà quel type d'exercice va-t-on être amené à créer, à inventer, voilà, pour justement se dire, ben, et vers quels apprentissages notre société, on va être amené à se dire, qu'est-ce qu'on attend maintenant de nos jeunes pour qu'ils arrivent à construire une société avec l'IA, avec ChatGPT, mais où ça soit pas, alors là je suis peut-être un petit peu l'IA ou ChatGPT, qui prennent la main sur eux, parce que si effectivement ils ne sont pas amenés à réfléchir énormément, à partir de quel moment ils vont pouvoir garder la maîtrise ou non de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Oui, mais dans l'exemple que tu donnes, qui est effectivement l'exercice de maths, je le fais en 2 minutes au lieu de le faire Ben en oui, c'est 15 ça. minutes, ou l'exposé, je le fais en 2 minutes au lieu de le faire en 24 heures. Euh, En fait, ce qui est important, c'est que les apprenants prennent conscience que quand ils le font en 2 minutes, ils développent pas de compétences. C'est-à-dire qu'après, ils savent pas le faire, ils savent rien faire. Oui, Et donc, ça a été fait plus vite, mais on n'a rien appris, d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est cette question dont je parlais tout à l'heure de émancipation versus dépendance. C'est-à-dire que à la fois, l'outil il te permet d'aller plus ça. vite il te permet d'aller plus vite sur le moment, mais si tu l'utilises en permanence, en fait, tu deviens dépendant de cet outil. Oui, Et tu sais plus faire sans. Il y a un exemple hein, qu'on connaît tous, c'est l'usage de Google Maps ou d'un GPS hmm, quand on se déplace. Bon, les GPS, typiquement, c'est des outils qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle hein, depuis très longtemps, même si c'est pas de l'intelligence artificielle générative, mais c'est aussi des formes d'intelligence artificielle. Typiquement, le risque quand on utilise tout le temps ces outils, c'est qu'ensuite, bah, on sait plus se repérer nulle part, quoi. C'est-à-dire, on sait plus trouver son chemin. C'est-à-dire, on devient complètement dépendant de l'outil, même pour des trajets simples. Enfin, l'objectif, donc, c'est que l'outil, il t'aide quand on a besoin, mais ouais. que tu n'en deviennes pas dépendant. C'est-à-dire que ça te prive pas de compétences. Il y avait une question qui était au milieu, mais j'ai envie qu'on termine sur cette question-là. C'était merci professeur pour cette présentation. Bon, mais elle était au milieu, elle a été posée peut-être vers 18h10, 18h15. Hein. Dans la continuité de votre analyse sur l'évolution rapide des technologies éducatives et sur le rôle central de l'enseignant comme médiateur, excusez-moi, je me demandais ce qui, selon vous, alimente les réticences ou les craintes autour de l'intelligence artificielle en éducation. Ne serait-il pas plus pertinent, plutôt que de penser l'IA comme un possible substitut de l'enseignant, de la considérer comme un outil pédagogique à part entière dont les usages gagneraient à être explicitement enseignés et encadrés? Autrement dit, l'enjeu ne serait-il pas moins le remplacement de l'enseignant que la formation des élèves à des usages pédagogiquement pertinents et critiques de l'IA afin d'améliorer les processus d'apprentissage et les performances tout en maintenant une médiation enseignante forte? Oui, oui, tout à fait. Bah, je suis à 100% d'accord Oui, avec ça. Si ce n'est que euh, l'enseignant, c'est pas un médiateur. C'est-à-dire que pour le coup, mmh. moi, Ouais, médiateur, c'est un métier aussi. Tu vois, c'est-à-dire que ouais, c'est c'est ça, ouais. comme, c'est-à-dire si tu vas au musée avec tes élèves, au musée, il y a des médiateurs et des médiatrices. Ouais, Et il mmh. y a toi qui es prof. Mais en fait, vous n'avez pas le même métier, vous faites pas la même chose. Non, Pas tout à fait.
ou si voilà. Je pense que c'est pas l'évolution et cette évolution des technologies et les usages des technologies dans le cadre de l'école ou de l'université, à mon avis, ça amène pas l'enseignant euh, à devenir un médiateur, ou en tout cas pas un médiateur entre les élèves et les technologies. Je pense que c'est pas ça qui est central. Tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de ce qui se passe dans ce réseau d'écoles, donc Epitech, ce qui me semblait intéressant, c'est qu'effectivement, bon, il y avait l'abandon du terme de professeur et on remplace le terme de professeur par le terme de pédagogue. Et effectivement, avec cette idée que autant voilà être dans l'accompagnement, pour le coup, ça fait partie du métier d'enseignant. Être dans la médiation, c'est-à-dire se considérer comme un intermédiaire, à mon avis, c'est un petit peu autre chose. Euh, Parce que l'enseignant, il a aussi une autre fonction, quand même, à mon Ouais, avis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la fonction de certification. Il y a aussi, malgré tout, la question de la sélection des contenus qui sont pertinents pour les élèves. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose peut-être qu'un médiateur fera un petit peu moins. Il y a aussi autre chose, et je pense qui est lié aux sciences humaines, mais pas seulement en réalité. Hein. Tout à l'heure, quand je disais que dans le monde des EdTech, il y a beaucoup cette idée que, il faut en finir avec le cours magistral. Euh, Ça aussi, c'est quand même peut-être quelque chose que je voudrais un peu nuancer. C'est-à-dire que toute personne qui est allée à l'école et qui est allée à l'université, quand on lui demande c'est quoi tes meilleurs souvenirs de l'école ou de Mhm. l'université, en réalité, très souvent, ce qu'ils vont raconter, c'est une fois j'étais avec Madame Machin, Monsieur Machin, et vraiment il m'a complètement embarqué, je l'écoutais, j'étais pris dans le truc, Ouais. et on a tous connu ça, je veux dire, tu vois, Ouais, ouais. donc le métier d'enseignant, c'est quand même aussi ça, c'est un moment être capable de raconter quelque chose et d'embarquer les élèves et les étudiants. Et donc, l'idée que en fait on va remplacer ça par des vidéos ou par une IA qui te fait une synthèse d'un truc, euh, voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ça en réalité. Je pense que même à cet endroit-là, euh, les professeurs, ils ont encore à mon avis, des choses à amener, quoi. Des choses à raconter. À Ils ont amené raconter. les élèves à voyager, ce que va pas forcément Ouais. faire l'IA, quoique maintenant il peut y avoir des livres écrits parfois par les IA, mais ça c'est une autre question. Mais effectivement, cette relation humaine dont on parlait, hein, le rapport humain, et c'est pour ça qu'aussi il y a des étudiants qui continuent à venir en cours, qui ont envie de se retrouver, qui ont envie d'échanger. Oui, et pour Que jamais. Enfin, les étudiants, voilà, voilà. on n'est pas dans un moment où on verrait massivement les étudiants arrêter d'aller à la fac parce qu'ils Non, se disent, ouais, c'est bon, je vais utiliser ChatGPT, ça me suffit. En réalité, ils ont envie d'échanger comme nous. Donc, on a pu échanger via ce chat. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment, c'était très, très intéressant. Donc, au sein, effectivement, de la FACEF, ben, il y a tout un tas de propositions. Tu as parlé de la newsletter, hein, mais qui sont également faites autour de l'IA. Donc, n'hésitez pas à vous abonner donc, à cette newsletter, hein, que tu vas mettre en ligne aussi à la newsletter de l'ICP, hein, qui permet aussi de se tenir au courant de tout ce qui se passe à l'ICP et notamment à la faculté d'éducation et de formation. Et en parlant de ce qui se passe à la faculté d'éducation et de formation, ben, la prochaine conférence, ça sera le 4 mars. Ça va être du jeu au jeu pathologique. Et donc, cette conférence sera faite donc par Paola de Mori. Ensuite, il y aura une autre conférence qui aura lieu le 1er avril et donc qui sera faite par Brigitte Lancien, qui sera autour de l'oral vecteur d'inclusion, hein, vecteur d'apprentissage, vecteur d'inclusion. Et enfin, notre dernière conférence donc, de cette année, disons de cette année, sera le 6 mai. Ah, donc avec Laurence Gourdon et frère Vincent de l'Église sur le livre qu'ils ont écrit sur quelques idées reçues sur les écoles catholiques
et ce qu'il faut savoir pour se faire son propre avis. Effectivement, son propre avis, ça rejoint aussi l'IA, hein, comment se faire son propre avis sur l'IA. Tu nous as bien aidé à cheminer autour de cette question. Je remercie beaucoup chacun et chacune d'avoir participé à cette première conférence que j'ai animée. J'ai essayé de le faire aussi bien que je pouvais. Voilà, j'ai peut-être pas égalé Anne-Marie, mais bon, voilà. J'espère que vous avez, et puis grâce à Laurent, grâce à ses apports, grâce à ses réflexions, ben, j'espère que voilà, vous allez repartir avec un peu plus d'éléments autour de l'IA. Donc, vous recevrez donc cet enregistrement. Vous allez également recevoir les ressources que Laurent a proposées, hein. Vous recevrez tout de suite ça par le service de communication. Donc, moi, je m'appelle Véronique Évrard. N'hésitez pas aussi à me contacter, hein. Je fais partie de la FACEF. Donc, si vous avez envie de me contacter pour tel ou tel sujet, je peux également essayer de répondre si vous avez aussi envie de continuer à discuter. Voilà, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. Et puis donc, je vous dis au 4 mars hein, pour la conférence du jeu au jeu pathologique. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée, merci à Bonne tous. soirée, au revoir.